faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Du 15 au 17 août prochain, le Tour de Romandie féminin revient pour une 3e édition attendue. Sous l'impulsion de Richard Chassot, directeur de l'épreuve, l'événement confirme son ancrage dans le calendrier cycliste international. Pendant 3 jours, les meilleures coureuses du monde s'affronteront sur un tracé exigeant à travers la Suisse romande. Une vitrine spectaculaire pour le cyclisme au féminin qui séduit un public de plus en plus large. Visibilité, égalité et passion sont au cœur de ce rendez-vous, devenu un véritable symbole de l'évolution du sport au féminin, en Suisse notamment, et en Suisse romande. Ça sera du 15 au 17 août prochain et on en parle ce matin avec Richard Chassot. Bonjour Richard. Mais bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Merci d'être là. Et à bonne mine, Richard. Il est tout bronzé. C'est assez tôt le matin, je suis un matinal. Oui, c'est bien connu. Merci d'être là, Richard. Mike Pérez, on va parler cyclisme au féminin. On a parlé du foot féminin la semaine dernière. Oui. Aujourd'hui, on parle vélo. Finalement, ça va dans cette mouvance générale qui est de dire que le sport féminin, le foot, le cyclisme, d'autres évidemment, alors, sont pas encore les égaux des masculins, mais s'en approchent gentiment. Son approche gentille, mais surtout il y a certains sports, on fait partie de ces sports un peu macho, le cyclisme, il y en a d'autres. D'autres sports, ça fait très très longtemps qu'ils ont évolué. Si on prend le tennis au niveau féminin, ça marche depuis très très longtemps. Mais des sports qui sont un peu plus masculins, on va dire, comme le hockey, la boxe, ont mis du temps, le vélo particulièrement, même s'il y a eu beaucoup de tentatives. On se souvient tous de Jeannie Longo, on se souvient tous de plein d'épreuves qui avaient des épreuves féminines, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être pas encore tous les ingrédients pour que la recette fonctionne. On va dire qu'il faut du média, il faut du sponsor, il faut du public. Et puis aujourd'hui, ça on l'a trouvé. Et puis on l'a trouvé parce qu'aussi les femmes font des exploits aujourd'hui sportifs monumentaux, sont très courageuses, sont très engagées, sont très sérieuses dans l'application. Ça attire les foules, ça attire du public, ça attire aussi un jeune public dont on a besoin, ça fait rêver les enfants. Et c'est vrai qu'avant c'était un peu sectaire, et particulièrement le vélo que je connais bien. Moi quand j'étais professionnel, les femmes étaient interdites d'approcher les hôtels, quoi, je veux dire, parce qu'on avait tellement peur qu'elles déconcentre un coureur cycliste professionnel, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire. Pogacar joue avec ça, il dit faut que j'attaque vite parce que ma femme est en train de faire le Tour de Suisse. Donc il faut que je la voie à la télé. Et ça a complètement changé en fait, aussi à l'intérieur des équipes. Du coup, ça suscite un intérêt grandissant de la part des médias, mais surtout de la part du public. Vous le constatez sur les bords des routes du Tour de Romandie, qu'il y a de plus en plus de monde quand même. Oui, nous on a été même vraiment honnêtement très très surpris sur les arrivées type Morges l'année passée, un dimanche légèrement pluvieux, où tout d'un coup vous avez le Parc des Sports, le moment du podium qui est rempli, qui est plein, le public est là, attend de voir justement ces grandes championnes qu'ils ont vues sur le Tour de France. C'est vrai que certaines épreuves aussi sont des épreuves locomotives, si je prends le Tour de France femmes, a apporté aujourd'hui beaucoup de notoriété. Les Jeux Olympiques, le mouvement olympique a fait beaucoup pour les femmes, énormément. Je pense que M. Barr a été un des présidents qui a fait un maximum pour l'équité et puis surtout la parité aussi du nombre d'épreuves, du nombre d'athlètes. Ça a obligé l'Union cycliste internationale, qui avait déjà un tout petit peu commencé les choses, mais à les presser. Et le public ressent tout ça. Et puis moi je pense une des épreuves qui a fait un bien fou pour le cyclisme féminin, c'est une des épreuves qui est la plus dure pour les hommes et les femmes, je pense, d'un point de vue terrain, c'est Paris-Roubaix. Moi, la première fois que j'ai Paris-Roubaix, j'ai vu des femmes qui étaient à cause du Covid, qui étaient au mois de septembre, il pleuvait, il y avait ça debout sur les pavés. On s'est tous dit, mais c'est pas possible, ça va être un chantier pas possible. Et puis elles ont affronté ça avec beaucoup de classe et de compétitivité, ce qui a fait que tout le monde s'est dit, non mais attends, c'est vrai que le niveau il est là, donc le public sait reconnaître ça. Moi je connais rien au foot, je veux pas, mais j'imagine que les gens qui suivent le foot, il y aura toujours les anciens qui diront, c'est pas comme chez les hommes, ok super, mais est-ce que le spectacle est beau? Est-ce qu'il y a des goals? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'il y a du suspense? Je crois que oui. Donc c'est ce que cherche le public en fait.
Est-ce qu'un Tour de Romandie au féminin se prépare de la même manière qu'au masculin? Encore plus. Encore plus, Encore plus. Ouais. Non, ça se prépare de la même manière d'un point de vue parce que c'est les mêmes défis. Pour nous, c'est exactement les mêmes défis. Et d'ailleurs, souvent les gens me disent ouais, mais c'est 3 jours. Oui, bon, mais pour nous, 3 jours ou 6 jours, ça c'est pas le problème. Je dirais que ça changerait pas grand-chose de faire 6 jours si ce n'est d'un point de vue financier. Non, mais la sécurité, préparation des parcours, les hébergements, on met beaucoup de soins aux hébergements. C'est plus difficile pour nous aujourd'hui, c'est pas de le faire pour les femmes ou pour les hommes. Ce qui est plus difficile, c'est que la Romandie est petite. Ouais. Donc trouver à quelque part 18 villes par an. Ouais. Capable d'accepter aussi les infrastructures du Tour de Romandie, mettre en place tout ce qu'il faut. Donc c'est pas un simple copier-coller, quoi. Non, c'est pas un simple copier-coller, c'est chaque fois quelque chose de différent. Et puis c'est vrai que, vous l'avez vu, le Tour de France Femmes l'an prochain aussi, le grand départ en Suisse, donc il y a un intérêt monumental, mais c'est clair que pour nous, le défi, Tour de Romandie, c'est de trouver les villes, c'est de trouver les infrastructures, trouver des sponsors pour financer tout ceci, parce qu'effectivement, au niveau de l'organisation, c'est pareil. C'est vraiment exactement le même engagement. Richard Chassot, notre invité ce matin pour parler du Tour de Romandie au féminin. C'est dans un instant. Notez bien les dates en attendant. C'est du 15 au 17 août. Mais nous, on se retrouve dans quelques instants. C'est juste après la pause. Bon réveil. À tout de suite. Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Notre invité ce matin, Richard Chassot. Merci d'être avec nous, Richard. On rappelle les dates du Tour de Romandie au féminin. C'est du 15 au 17 août prochain. Une date qui a été avancée. Hein. Oui, c'est une date exceptionnelle. D'habitude, c'est septembre parce qu'ensuite, on aura les championnats du monde de VTT en Valais en septembre. Donc, c'est difficile pour des raisons entre le personnel, la TV, enfin le programme TV, d'avoir les deux en même temps. Effectivement. Donc notez bien ces dates du 15 au 17 août. C'est mieux cette date-là aussi. Non, mais par rapport à la température, parce que c'est vrai, on sait, c'est que les cyclistes au féminin ou au masculin, la météo finalement, c'est aussi important. Est-ce qu'il fait plus chaud au mois d'août? Est-ce que c'est plus pénible? Est-ce que ça change quelque chose? Ça change beaucoup de choses pour nous parce qu'effectivement, premièrement, nous, on n'est pas habitués, c'est le moins de dire, de gérer la canicule. Ouais. On a plutôt l'habitude de gérer le froid et les problèmes, la neige. Ouais. Donc la canicule, évidemment, c'est aussi un élément climatique qui peut être très très perturbant. Vous savez qu'aujourd'hui, même, on peut refuser le départ d'une course à cause de la chaleur. Alors, il y a plein de paramètres, mais ça peut arriver aujourd'hui. Le climat change. Et puis, ce qui est plus difficile pour nous, on va être très honnête, c'est que 15-17 août, c'est plutôt les vacances pour nos bénévoles. C'est ça. Les 300-400 personnes qu'on doit trouver. Un petit exemple pour avoir les véhicules. Nous, on a un partenaire de location de voitures qui, au mois d'août, a beaucoup moins de disponibilité qu'au mois de septembre. Ouais. Il y a plein de nouveaux éléments comme ça. Mais voilà, on va trouver des solutions. Mais on a plein de problèmes d'organisation parce qu'on a changé d'un mois, oui. Ouais. Et comment ce parcours 2025 a-t-il été poncé pour les coureuses de l'épreuve? Ça aussi, c'est tout un chantier. Oui, c'est tout un... C'est complexe, en fait, parce qu'on n'a que 3 jours. On n'a que 3 jours, et puis, vous savez qu'il y a quand même plusieurs disciplines dans le monde du vélo. On n'avait jamais fait de chrono. Alors, moi, je voulais pas impacter avec un chrono plat, parce que c'est clair que Marlène Reusser, qui vient de gagner le Tour de Suisse, elle nous a dit un jour, si vous ferez un chrono, ça nous ferait plaisir. Mais elle pensait évidemment à un grand chrono plein de 20 km. Mais si on fait ça, on nuit complètement, en fait, au suspense du Tour. Donc, dans ma tête, et avec notamment Sergei Schwanden, on a réfléchi, puis on s'est dit, on va faire un chrono en côte. Et pas trop long, 5 bornes maximum. Donc, on a 4 et quelque chose. Parce que ça fait des distances spectaculaires, mais on n'annule pas, en fait, la présence des grimpeuses. Parce que c'est clair, si aujourd'hui, vous mettez 20 km de chrono, une grimpeuse qui se prend 1 minute et demie, le niveau qu'elles ont, c'est presque impossible. On a vu l'année passée la lutte entre Lotte Kopecky, championne du monde, et demi-following. Même dans l'étape de montagne, ils n'arrivaient plus à faire la différence. Alors qu'une est sprinteuse et l'autre plutôt grimpeuse. Le lendemain, on a une très grosse étape de montagne, comme toujours, parce que la Romandie nous le propose. C'est aussi ce qu'on veut montrer, c'est la Suisse. On a aussi une carte postale à mettre en place. Et puis là, c'est vrai qu'entre Comté et la Tsuma, il y a de quoi faire. La Tsuma est une arrivée extrêmement difficile physiquement. Et puis vous savez tous les problèmes qu'a eu la Tsuma. Il y en a eu des pires encore maintenant avec Blatten. Mais voilà, la Tsuma voulait avoir enfin cette étape. Ça fait 2 ans qu'on la repousse, donc on va y arriver. Les routes sont presque bonne, donc ce sera moins. Puis il nous fallait une étape de baroudeuse avec du suspense dans le final, donc là on fait aigle. Alors c'est vrai que le reproche qu'on me fait un tout petit peu quand même, c'est qu'on n'a pas traversé la Romandie cette fois avec les femmes, on va pas la traverser, on est plutôt dans le Chablais et le Valais, mais en 3 jours, si on veut justement raccourcir, mettre des disciplines, du suspense, c'est difficile. Puis moi faire des transferts avec des équipes professionnelles qui sortent du Tour de France,
on essaie aussi de penser à elle. Ensuite, il y a les championnats du monde, enfin championnat d'Europe, championnat du monde. On est super bien placé dans le calendrier, mais il faut non plus pas que ça prenne des proportions trop importantes en termes de déplacement et de confort. Donc voilà, on a trouvé une solution, je pense, qui va être très spectaculaire au niveau sportif. Elle l'est un peu moins au niveau visite de la Romandie. Oui, donc ça se passe le 15 août avec ce contre-la-montre qui part de Huémont et qui monte jusqu'à Villars-sur-Olon. Exactement. Pour ceux qui connaissent la route, oui, c'est pas très long, mais ça coûte. Hein. Ça coûte énormément. Ça grimpe. J'ai mon domicile à Villars-sur-Olon, donc je connais très très bien cette ascension. Et puis en même temps, c'est une ascension qui permet quand même, je pense, aux grimpeuses d'être là, mais elles vont souffrir parce que ça grimpe, mais c'est roulant. C'est-à-dire que c'est un exercice qui est difficile. C'est un exercice qui est court. 4 km et demi, ça va représenter peut-être 10-12 minutes d'effort parce que ça monte quand même. Et c'est hyper violent. Et en même temps, ça va faire quelques écarts, mais pas trop. Mais ça va être spectaculaire. Pour ceux qui, encore une fois, un vendredi, un 15 août, si tu as envie d'aller faire du vélo puis d'aller voir quelque chose de spectaculaire, on a aussi pensé à ça, c'est que tous les cyclotouristes peuvent monter à vélo d'un côté ou de l'autre et vont pouvoir voir le spectacle. Ça, c'est le 15 août. Le 16 août, hein, cette étape de montagne Comtelle-Atsuma. Et puis donc, la troisième et dernière étape, la boucle autour d'Aigues. Vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de trouver des villes-étapes. Les étapes en boucle, on l'a vu aussi sur le Tour de Romandie au mois de mai. C'est une solution d'avenir de se dire on part et on revient au même endroit? C'est une solution d'avenir pour plusieurs choses. Premièrement, vous savez qu'on impacte de plus en plus quand même la circulation. Donc c'est vrai que tout d'un coup, quand on traverse comme on a fait Bâle-Fribourg, ça a été très très compliqué pour nous en termes de nombre de motards de sécurité, de nombre de polices impliquées, de gestion des trafics et tout, de bordure d'autoroute, passer devant les hôpitaux, enfin c'est compliqué. Quand on a une étape comme à Cossonay, c'est clair qu'on bloque un peu plus une région, par contre c'est plus facile à s'organiser, pour nous comme pour les gens qui y habitent. Et en plus, alors après il y a tous les avantages pour le spectacle, hein, pour le spectateur, pour la ville qui nous reçoit, d'être toute la journée en fête, toute la journée avoir un peu d'événements qui se passent. Et puis en même temps, ça peut pas être ça que le cyclisme, parce qu'évidemment, le cyclisme, les courses par étapes, à la base, c'est pas des championnats du monde qui se font en circuit serré. À la base, le cyclisme, c'est de traverser une région, c'est d'aller d'un point A à un point B. Mais on doit évoluer aussi, premièrement, avec les risques de climat, les risques de sécurité, les risques liés en fait à la privatisation de la route. Et puis ça, on doit nous-mêmes faire attention. Et c'est pour ça que les étapes en boucle, en tout cas, c'est une partie de l'avenir, oui. Le climat, vous l'avez évoqué rapidement, hein, ce qui se passe en Valais. Ouais. Ça aussi, ça vous fait réfléchir quand vous faites un parcours de vous dire, hey, on prend des risques d'aller dans une certaine vallée. On l'a vu, le Val d'Anivi aussi a été coupé quelques instants pendant le week-end. En même temps, vous nous dites, on va arriver à l'Atsuma. On n'est jamais sûr d'arriver à l'Atsuma. Je suis d'accord. On n'est jamais sûr. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui a évolué dans mes 20 ans de direction, c'est qu'il y a 20 ans, raccourcir une étape, neutraliser, annuler un bout d'étape, c'était scandaleux presque. C'était l'organisateur qui faisait faux, qui ne comprenait pas, ou les coureurs qui n'étaient pas assez courageux. Enfin voilà, en 20 ans, tout a tellement évolué qu'aujourd'hui, presque chaque épreuve est à un moment donné neutralisée. Nous, on touche du bois, cette année on n'a pas eu besoin de le faire. Les parcours sont modifiés et puis on est soumis au climat. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est que si vous êtes dans une vallée, effectivement, où vous n'avez pas de retour possible dans l'allée, vous prenez pas seulement un orage, mais la grêle, où vous avez un problème d'éboulement, vous êtes avec un peloton mobile, vous savez que les infrastructures pour accueillir tous les coureurs dans les voitures ne sont pas suffisantes, par exemple, en course. On a des cars équipes qui viennent que sur les sites départ et arrivée. Typiquement, on se retrouverait avec 150 coureurs en pleine nature, avec des problèmes qui peuvent être importants. Ouais. Donc on sait on prend des risques toujours, mais le coureur le sait aussi. Moi j'ai été longtemps coureur cycliste, on sait très bien quand on montait les Pyrénées, on descendait l'école, on prend des risques tous les jours avec le climat. Mais là le climat est quand même beaucoup plus capricieux. On va dire ça comme ça. Mais on le voit, il y a quand même des éléments tout d'un coup qui sont presque impossibles à prévoir. La fameuse tempête de la Chaux-de-Fonds, il y avait des gens à Neuchâtel, il faisait beau à Neuchâtel et c'est les microclimats. Voilà, c'est les microclimats, des tornades, des choses comme ça. Une tornade pour un peloton de cyclistes, c'est un enfer. Mais même une tempête de feu, hein, on a eu dû changer les parcours pour les tempêtes de feu. Alors qu'est-ce qui anime Richard Chassot? Parce que c'est tellement. Est-ce qu'il dort la nuit en fait? Parce que ça doit être quand même méga stressant. C'est méga stressant, ça c'est vrai. C'est peut-être ça l'adrénaline en fait. Après, encore une fois, chaque année,
année, je dis ouais, je refais 3 ans. Je voulais faire que 3 ans au début, parce que j'avais une vie déjà bien remplie avant de faire ça. Mais après, bon, ce qui nous anime tous, c'est la passion. La passion. Ça, n'importe un, pour se lever tous les jours à 4h du matin pour faire une émission de radio, il faut être un peu passionné quand même. Donc c'est un peu ça. Pourquoi on fait ça? Mais on dort la nuit, on essaie de dormir la nuit. On essaie de dormir la nuit ou le jour au pire. Merci Richard Chassot d'être venu ce matin nous parler si bien de ce magnifique sport qu'est le cyclisme au féminin. Donc du 15 au 17 août prochain, on l'a dit, plutôt vers le Chablais et le Valais. Et puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Richard Chassot? Allez, pas trop de canicule pour une fois, on va changer. Bon, en tous les cas. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, merci Mike Pérez. On vous retrouve, mon cher Richard, en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. On revient dans un instant. À tout de suite sur M le Média et Canal+. Où tu veux. Comme.